bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Pour vous présenter rapidement, vous êtes directeur associé de Razorfish, donc une agence marketing digitale. Vous avez commencé votre carrière en 2012 chez TWA Paris en tant que directeur de clientèle, avant de rejoindre en 2016 Razorfish France. Vous avez été certifié en 2022 éco-conception de services numériques par greenIT.fr. Et justement, vous allez nous parler de GreenIT. Tout à fait. Je vais partager mon écran. Hop. Avec plaisir. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est bon. Alors, je l'ai renommé. Moi, je l'ai appelé Éco-concevoir sur le web, même si j'aime bien Saint-Exupéry. L'idée, c'est que Razorfish, pour redonner aussi du contexte, on fait partie d'un groupe qui est Publicis, où on touche à tous ces sujets, que ce soit autour de l'affichage, autour de la production qu'on peut avoir de campagne. Et est arrivé un moment où s'est posé la question de la responsabilité numérique et donc ce qu'on devait avoir. Et alors, je suis très directement concerné, puisque c'est un de mes clients qui un jour est arrivé à une réunion et il me dit Benoît, j'ai une question pour toi. J'ai une agence qui est venue me voir en me disant, vous savez, il faut arriver à switcher la manière dont on travaille sur les sites. Et pour être responsable demain, il faudrait qu'on passe le site en dark mode. Et derrière ça, il m'a dit, mais est-ce que c'est vraiment responsable de passer un site en dark mode? Et c'est assez rigolo parce que c'était pendant le Covid, cette discussion. Et on s'est retrouvé à se dire, bon, bah, je ne sais pas, on va aller regarder. Et ça a ouvert en fait tout un chantier de réflexion chez nous sur OK, c'est quoi le numérique responsable? C'est quoi éco-concevoir sur le web? Qui sont les acteurs qui existent autour de ça? Et est-ce qu'on doit l'intégrer dans nos pratiques demain pour accompagner des entreprises ou même pour changer sociétalement, voir comment on avance? Et en faisant ça, on est arrivé sur des chiffres et on les rappelle toujours un petit peu au début sur la place du numérique. J'ai entendu l'intervention juste d'avant. On disait que bah, voilà, le moyen, c'est d'aller passer sur le digital. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'on doit passer sur le digital en ayant la maîtrise et la conscience de ce qu'est le digital et ce qu'il est en train de représenter si on continue de le développer comme on l'a fait sur les 20 dernières années. Donc, le digital, c'est d'ici 2025, si on continue sur les tendances, 5 à 6% de l'empreinte mondiale sur le carbone. Et donc, ce chiffre, il est hyper intéressant quand on le compare au secteur aérien, puisque ça serait supérieur au secteur aérien. Et je pense que c'est tout l'intérêt de ce sujet du digital responsable, c'est que le digital, ce n'est pas juste l'interface, c'est toute l'industrie qu'il y a derrière, c'est les serveurs, c'est la production des appareils, et on doit arriver à mieux comprendre ça. Et donc, le 40% du budget soutenable, j'aime bien cette stat, parce qu'en fait, le budget soutenable, c'est grosso modo, si vous aviez un budget sur l'année carbone, sur ce que vous pourriez faire, avec la consommation qu'on a aujourd'hui du digital, eh ben, vous crameriez 40% du budget, juste à utiliser votre téléphone et consommer les ordinateurs et suivre la consommation qu'on a habituellement. Le sujet, il n'est pas évident, parce qu'en fait, quand on commence à y rentrer un petit peu, moi, j'ai commencé en 2020 à être sur ces sujets-là et quand on cherche, il y a plein d'idées reçues. Donc, ça commence à évoluer, mais il y avait très peu de référentiels en France à ce moment-là. Celui qu'on a trouvé et avec qui on travaille aujourd'hui encore, c'est Frédéric Bordage, côté greenIT.fr, qui est voilà, dans les bonnes pratiques d'éco-conception, qui a posé justement un aspect technique, un aspect activable quand on travaille sur les interfaces. Et ça permet de tordre des idées. Et donc, je vais la tordre tout de suite. Le dark mode ne permet pas d'éco-concevoir. Ça amène un sujet d'accessibilité, mais ça ne change pas le fond. Donc, pourquoi on parle d'éco-conception? Allez, c'est les derniers chiffres, je vous promets, après, on va parler plus directement. Je les aime bien parce que ça, c'est le beau cercle vicieux dans lequel on est. La cause principale de l'impact quand on se parle de digital, c'est les terminaux. Voilà, leur conception, toute la production qu'on va avoir. Et les deux chiffres qu'on a à côté, le tous les 2 ans et le x 155, là, on est dans justement ce qu'il faut arriver à briser comme dynamique. C'est que le poids d'une page web, en 25 ans, elle a fait x 155 par rapport aux premières pages web qui ont été faites. Donc, on met toujours plus d'assets, toujours moins compressés, on y reviendra,
On met toujours plus d'animation, mais est-ce que ça sert vraiment à l'utilisateur? Et en parallèle de ça, les Français, c'est la moyenne, hein, tous les 2 ans, renouvellent leur parc numérique. Donc, là où on a un effet pervers, c'est qu'on le renouvelle généralement parce qu'il est plus assez puissant. Et il est plus assez puissant parce que les expériences deviennent de plus en plus lourdes. Et les expériences, elles deviennent de plus en plus lourdes parce qu'à chaque nouvelle génération d'appareils, bah, on a gagné en puissance et donc on coupe le retard en développant des nouvelles expériences. Donc, on rentre dans une boucle qu'il faut stopper. Et l'idée, c'est d'arriver justement à redéfinir ce qu'est l'éco-conception et ce qu'on en attend pour pouvoir mieux y répondre. Alors, la définition qu'on utilise sur l'éco-conception, nous, c'est celle-là. C'est permettre à l'utilisateur d'atteindre son but avec le moins de ressources numériques possible. Elle est hyper importante et on y reviendra plusieurs fois pendant la présentation. C'est qu'il y a plusieurs choses dans cette phrase. Déjà, permettre à l'utilisateur au centre. Il faut arriver dans la conception de produits digitaux à toujours se poser la question de quelle est l'utilité de ce que je suis en train de faire. On doit lui permettre d'atteindre son but. Donc, on doit comprendre ce qu'il vient faire quand il vient interagir avec ma marque, avec mon service et avec le moins de ressources numériques possible. Et c'est là que je trouve que c'est important, c'est qu'une page peut être lourde, peut être productrice de CO2, puisque si le sujet est complexe et demande de mettre des moyens, on peut le faire, mais il faut le faire en ayant conscience. Ça ne doit pas être gratuit et la page qui doit être hyper efficace, elle doit être hyper efficace. Donc ça, quand même, le sujet, il est assez clé pour nous, c'est qu'on voit qu'on a des initiatives dans l'industrie, mais il n'y a pas un mouvement coordonné. On commence à avoir des bases réglementaires, mais il n'y a rien qui est défini en France. En revanche, tout nous porte à croire. On le voit parce on l'a vécu déjà précédemment, qu'on prend la même direction que sur les sujets d'accessibilité, de RGPD et de sécurisation des données. Il va y avoir un cadre à un moment. On en parle tellement qu'on sait qu'il y aura un système de notation qui va arriver, qu'on va afficher sur nos sites et qu'il vaut mieux prendre le train maintenant plutôt que de se dire, tiens, dans 2 ans, je me poserai la question une fois qu'une loi sera sortie. Donc, c'est un peu tout le sujet du travail qu'on a fait. Et pour faire ça, nous, on a travaillé sur une logique de baromètre pour comprendre un peu où on en est. C'est quoi le web français aujourd'hui et dans quel état il est? Donc, le système qu'on utilise, c'est qu'on est allé regarder les sites qui étaient les plus utilisés des Français. Donc, on est allé prendre les sites du CAC 40, corporate, et les sites les plus visités. Donc, sites d'information, sites marchands et sites publics, pour arriver à comprendre où on en était. Donc, ça fait un petit peu de monde, hein, voilà, en détail, mais c'est à peu près sûr que vous passez sur ces sites au moins une fois par mois, je dis bien au moins. Et à partir de là, ce qu'on a fait, c'est aller mesurer. Donc, pour avoir une première idée du volume que ça représente, en termes méthodologiques, on a pris les 10 pages les plus vues à chaque fois sur ces plateformes. Parce que, assez logiquement, les 10 plus vues qui représentent, allez, peut-être pas 80%, mais peut-être 10% du trafic, ça nous permet de se dire que si vous impactiez ces pages-là, théoriquement, c'est là où vous pourriez réduire le plus ce qui se passe sur votre produit. Et ben, ces pages-là, quand même, pour avoir une idée, c'est 3 milliards de visites web par an. Et c'est assez important déjà ce premier chiffre et ça nous donne des idées de volume qu'on peut avoir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un outil qu'on a développé, mais qui est basé sur le travail qui est fait par les équipes de Green IT et qui nous donne en fait une notion d'étiquette. Voilà, comme on a sur l'étiquette énergie, on a essayé de rester dans des référentiels qui étaient lisibles et qui nous permettaient de prendre des décisions. Parce que c'est bien ça qui était important pour nous, c'était d'avoir des indicateurs qui nous permettaient de dire qu'est-ce que je peux faire pour avoir un impact, qu'est-ce que je dois changer sur mon interface. Et la problématique qu'on a eue quand on a commencé à chercher les différents outils qui existaient, c'est que si je ne regarde que l'impact CO2 et l'équivalent CO2, en fait, c'est très compliqué. Moi, je suis designer. Comment, à partir du moment où je me dis, bah, tu émets tant, comment est-ce que j'arrive à baisser et qu'est-ce que je dois mettre en place? Donc, il y a un travail de pédagogie et on s'est basé sur ces données-là pour pouvoir construire. Donc, les résultats, pour vous donner un peu des idées. Donc, au total, c'est l'équivalent, ces sites de 8 millions d'équivalent CO2. Donc, j'aime bien ce petit, c'est 1139 tours du monde. Voilà, le web français aujourd'hui, c'est ça. Et l'idée, c'est plus de 2000 ans d'années de consommation d'eau pour un Français. Ça donne un petit peu
des idées de comment très vite, en fait, c'est exponentiel hein, en termes de consommation, de ressources, de ce que ça implique, et donc d'une nécessité de au moins essayer d'améliorer ça. Donc, ce qu'on voit, la note sur les sites, on est arrivé à un 29 sur 100, donc on est sur du E. Il n'y a rien d'alarmant à ça. C'est un peu les mêmes types de scores qu'on a pu avoir quand on a commencé à s'auto-évaluer sur l'accessibilité il y a quelques années. D'un coup, on s'est dit, OK, donc il faut changer la manière de penser les sites parce qu'on ne peut pas continuer à le faire comme ça, sinon on ne va pas s'en sortir. Et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, on a une grosse différence entre les sites qui sont plus ceux du quotidien, sites marchands, où là, on est beaucoup plus bas, versus des sites corporate, où la note peut remonter. Donc ça a quand même à peu près une logique, et ça a été un des premiers enseignements, et que ça nous donne une piste, c'est que finalement, le score, il est bien sûr impacté par la nature de l'usage des sites qu'on va avoir. Et si on regarde un petit peu quand même dans les différentes catégories, le top 3, ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans chacune des catégories, bah, il y a des gens qui arrivent à avoir des bonnes notes. Et là où ça ouvre le champ des possibles, c'est que le sujet devient moins de se dire bah, c'est pas possible parce que moi, quoi qu'il arrive, je vais devoir afficher tous mes produits et vous ne comprenez pas. Et alors, j'adore cette phrase que j'ai entendue, c'est est-ce que l'éco-conception ne va pas nous amener à une forme de design plus soviétique. Donc, je le garde en disant, bah, voilà, on a des pages qui sont blanches avec juste du texte. Bah, pas du tout. Parce que allez voir un peu les différents sites, on le voit que ça reste des sites e-commerce, ça reste des sites qui sont performants. Mais derrière, il y a juste eu, pas forcément toujours une réflexion, mais on voit que c'est possible dans les bonnes pratiques de code, dans les bonnes pratiques de conception pure de produits, de trouver des solutions. Donc, ça, pour vous donner un peu le gap aussi et l'écart qu'on peut avoir, hein, c'est que on a du très bon et du moins bon dans toutes les catégories. Donc, c'est plutôt l'occasion, et nous, on le fait comme ça avec toutes les entreprises avec qui on travaille, de se dire, bah, c'est une photo à date. Donc, ça permet quand même de se rendre compte où on en est, du chemin qu'il y a à parcourir. Et bah, on va regarder un petit peu aussi après, c'est quel type de chemin on va devoir parcourir et quel type d'action on doit mener pour arriver à changer ça. Donc, le premier sujet, on va se dire, ben voilà, c'est la complexité des pages finalement, qui fait que l'image, le nombre d'images, le nombre d'assets et ce qu'elle va avoir. Donc, je rentre dans le très précis parce que c'est l'idée. Donc, les trois grands composants qu'on a et qu'on regarde sur ce score, c'est le nombre d'éléments dans la page, donc le DOM, où on va vraiment regarder la longueur des lignes de code. Hein, le DOM, c'est votre feuille avec tout le code qui permet d'afficher la page quand elle est chargée la première fois. Ça nous donne, il a une pondération qui est plus forte, hein, parce que plus il est lourd, plus il y a un échange avec le serveur qui va durer, et donc émission de CO2. Ce qu'on regarde après, c'est le nombre de requêtes. Et ça, c'est assez drôle parce que ça a mis quand même en avant dans la maintenance des outils un souci au niveau des tags médias, voilà, qui généralement ont été posés au moment d'une campagne, n'ont jamais été retirés. Parce que bah, voilà, enfin, la campagne a été stoppée, on ne se pose plus la question, mais en fait, le tag, il est toujours là et il continue d'être appelé et de solliciter derrière le serveur. Et on regarde le poids des pages. Et le poids des pages, on va regarder la taille des assets. Et quand on parle d'assets, on va se parler d'images, mais ça peut être le fait d'avoir un player vidéo custom que vous avez là, donc on appelle du JavaScript. On va regarder un peu tout ça pour pouvoir se dire comment ça marche. On a mis en référence un petit peu les recommandations que mettait greenity.fr et ce qu'on voit même à la pratique. Hein. Donc, pour vous donner une idée, voilà, un DOM, normalement, 600, la limite, pour être bien. Donc, moi, à la pratique, je sais que le 600, il est dur, honnêtement. On essaye de viser entre 700 et 800 pour déjà simplifier un maximum la page. Il y a notamment sur les sites e-commerce, c'est assez compliqué de gérer autre chose qu'une méga navigation. Donc, ça appelle forcément plein de lignes et de la complexité. Donc, vous voyez, 440, top 50, on est bien au-dessus de ça. Hein, on est sur du x2 et du x4 par rapport à ce qui existe. Le nombre de requêtes, alors là, ce qui est très intéressant sur le nombre de requêtes, c'est que le 30, il est assez facile d'accès, puisque c'est des bonnes pratiques de codage en fait, qu'il faut mettre en place. Unification, s'assurer qu'on n'appelle pas tout et comment on optimise. Et le dernier, c'est notre sujet d'entrée à peu près avec tout le monde, le poids des assets. Donc, le poids des assets,
c'est la première discussion qu'on a avec à peu près tous nos clients. Vous ne devriez pas avoir une image qui fait cet émo sur votre site. Voilà. C'est aussi simple que ça. L'écran ne sert pas à afficher ça. Ça met en avant généralement un peu l'organisation derrière, comment finalement un contributeur a accès à la bonne image qui est bien compressée. Et on a quand même des cas où on a vu des marques de luxe notamment qui ont fait un énorme travail justement sur la compression, qui réussissent à le faire, hein, de rester sur des images qui sont au bon format, à la bonne taille, avec un excellent niveau de détail, parce qu'on se parle de produits de luxe quand on zoome, et qui tiennent. Donc, c'est vraiment un sujet de bien s'équiper et de faire différemment. Voilà, on en parlait, j'ai entendu tout à l'heure dans l'intervention, l'idée, c'est de faire mieux, c'est de faire différemment. Je pense que c'est un peu ça ce qu'on a et le challenge qu'on a sur le digital aujourd'hui. Donc, le DOM, pour vous donner une idée, parce que c'est assez piégeux, ce sujet, c'est que finalement, on va se dire, le DOM, c'est facile. Une page complexe, je vais pouvoir voir assez facilement à quoi ça ressemble. Et bien, pas du tout. Voilà, parce que le DOM, il va être influencé à la fois par la manière dont ça a été codé. Et ça, à moins que vous ayez toujours la curiosité d'aller ouvrir et d'inspecter les éléments, je ne suis pas sûr que ce soit un réflexe forcément. Et on va se dire, voilà, grosso modo, si je vois la page, elle a l'air complexe, elle est complexe. Et ben non. Donc, en fait, je vous montre 2 pages pour vous donner une idée avec le score qu'il y a à chaque fois. Donc, on a d'un côté Le Monde, qui est sur un article qui a 23 sur 100, et de l'autre côté, la partie kiosque. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la différence, elle vient du fait de la richesse, de la diversité des contenus sur la gauche. C'est pour ça que le DOM, il est complexe. On a plein d'images, on a des graphiques avec lesquels on peut interagir. On a une page qui est très longue. Hein, vous voyez, ça continue à scroller, alors qu'à droite, j'ai déjà fait le temps de faire le tour plusieurs fois. Donc, finalement, tout ça, ça a eu un impact directement, alors qu'à droite, ça paraît hyper complexe, plus chargé visuellement, mais en soi, le DOM est très simple. On est sur 283. Donc ça, c'est un peu aussi les pièges dans lesquels en fait, il ne faut pas tomber, et c'est l'intérêt d'aller regarder des métriques qui nous permettent d'activer et de prendre des décisions. Et l'autre exemple que j'aime bien aussi, parce qu'elle est, je pense, assez révélatrice de ce que ça peut être, c'est que Wikipédia, typiquement, ce n'est pas super bien noté. Voilà, c'est des pages qui ont une forte complexité. Pourquoi? Parce qu'il y a des hyperliens partout. Ça appelle tous les serveurs. Donc, ils ont fait un super travail de maillage sur le SEO, pas de problème. Mais en fait, il y a plein de sollicitations parce que ça des renvoie partout. Il y a toutes les sources en bas de page qui envoient vers l'externe. Donc, en fait, Wikipédia, ça paraît très simple visuellement, mais ça ne l'est pas dans le fond et techniquement ce qu'il y a sur la plateforme. Donc, tout le sujet derrière, c'est comment on va influencer ça. Sur la partie requête et les poids de la page, je l'ai déjà dit un petit peu. Pour rentrer en détail, ce qu'on regarde, c'est vraiment tout ça. Hein. On va regarder le poids de votre HTML, CSS, Java, front, des images. Donc, les fonts, c'est aussi intéressant, même si c'est minime. On se rend compte qu'il y a plein de bonnes pratiques à avoir. Des gens qui chargent des polices qu'ils n'utilisent pas sur leur plateforme, par exemple. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut voir. Et ce qu'on voit quand même, c'est que c'est plutôt les images qui tirent les notes vers le bas et les vidéos. Donc ça, c'est pas une surprise, c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un énorme problème de compression. Donc le problème est d'ailleurs tout le temps là, et donc c'est là-dessus qu'on doit arriver à travailler. Donc là, c'est un autre exemple pour vous projeter. Donc, on a pris là le cas vraiment de la page minimaliste d'un côté versus plein de contenu. Donc, il y a un juste équilibre à trouver. Et il y a quelque chose d'assez vertueux d'ailleurs dans la conception d'une page, d'avoir tout ça en tête. C'est que pour ceux qui ont déjà travaillé sur les conceptions de sites, il y a forcément un moment où vous vous dites, bon, je ne sais pas quoi faire, mais rajoutons quand même une ligne supplémentaire parce que je veux avoir un rebond vers telle ou telle information, alors que ça ne va sûrement pas servir l'utilisateur dans son parcours. Ça permet d'avoir plus simplement la discussion et de dire est-ce que c'est essentiel? Et on en revient un peu toujours à la définition. Hein, c'est utiliser le minimum de ressources nécessaires pour atteindre l'objectif et que les rebonds à gogo sur les pages, c'est forcément quelque chose sur lesquels on va commencer un peu à lutter
et on va se poser plus la question de la pertinence. Et ça a la vertu justement d'être un peu plus fin dans la recommandation qu'on va avoir. Donc après, je pense que ce qu'on avait entendu un petit peu au début, c'était de dire, bon, est-ce qu'on ne va pas vers la standardisation? Il y a eu un moment aussi où tous les logos allaient vers des logos, c'était la typographie simple, seule. Et on se dit, bah, est-ce que le digital, je ne vais pas perdre finalement mes attributs de marque, ce qui fait ma reconnaissance? Et ça, bah, nous, on a toujours un peu la même réponse, qui est de dire, bah, pas du tout. On prend le cas de ArcelorMittal pour donner une idée, c'est que c'est une entrée sur leur home de groupe. Elle est simple, elle est efficace. Et on voit, il y a une vidéo et ce n'est pas un problème. Ils ont fait un travail d'optimisation du poids. Ça permet d'avoir une note qui est acceptable et d'être quand même bien par rapport au référentiel. Donc, ce que ça veut dire quand même, c'est que, et ce qu'on a appris, nous, de tout ça, c'est que déjà, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et je crois que de toute façon, toutes les discussions qu'on peut avoir, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, mais que tout le monde commence à adresser. Hein. On a beaucoup et on reçoit même de plus en plus d'appels d'offres où on nous dit, voilà, vous devez démontrer la capacité à éco-concevoir. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très bien, parce que ça incite à montrer qu'il y a une expertise aussi sur le sujet. Il y a un déterminisme. Et donc ça, qui est important, c'est plus vous allez tendre vers du site média, et plus vous allez avoir un challenge important. Ça amène des discussions très intéressantes sur est-ce que je suggère une vidéo encore après et je veux faire passer les gens encore plus de temps sur mon site. Voilà, on se dit est-ce qu'il y a une limite à ça et on commence à penser le modèle un peu différemment. Et je pense que ça permet de réouvrir des portes et de se re-questionner un petit peu sur pourquoi on fait ça sur le digital et est-ce qu'on ne peut pas le faire autrement tout en restant efficace. Et alors, comment agir? Il y a 3 niveaux et c'est plus une notion de maturité dont je vais parler parce que c'est un vrai travail de fond au niveau des entreprises. C'est du change qui va au-delà du marketing et des équipes digitales. La première, c'est les quick wins. Donc, les quick wins, c'est 2 choses. C'est le poids des images, le poids des vidéos. Je ne vais pas vous en refaire là-dessus puisque ça, c'est le sujet de toute façon que tout le monde va avoir. Et l'autre, c'est le ménage sur les pages de contenu. On a des sites aujourd'hui où on se parle de sites avec des milliers de pages, mais des milliers. On arrive très facilement dans des répertoires avec des niveaux à N-7, N-6. Finalement, est-ce qu'on a besoin de 6 000 ou 7 000 pages? Et je crois que l'argument et l'époque à un moment de se dire mais c'est pour le SEO, il faut l'abandonner. Enfin, ce n'est plus un vrai sujet. Ce qui compte, c'est la pertinence et qu'à un moment, une page qui a 2 visites par an, elle a un poids, elle a une consommation et il faut arriver à le faire. Donc, il faut se reposer la question de la performance, de est-ce que mon contenu marche vraiment? Est-ce que des gens viennent dessus? Est-ce qu'il se positionne sur les bonnes requêtes? Et est-ce qu'il permet une action derrière pour la personne? Donc, ça a la vertu quand même de reposer cette question, de remettre au centre la performance, parce que c'est bien une notion d'efficacité. Et c'est assez intéressant comme finalement même les sujets d'accessibilité sont dans la même dynamique. C'est que ça nous permet d'un coup de remettre la notion de performance de notre plateforme au centre et un peu moins le de on aimerait faire ça, on aimerait faire quelque chose de plus visuel. On repose l'utilisateur forcément et on essaye de repartir de l'existant aussi de temps en temps au lieu de dire on refait de zéro à chaque fois. Donc là, pour vous montrer une petite idée d'un acteur qui travaille dans l'énergie, c'est typiquement comment on pourrait avoir une intervention en premier niveau. Donc là, quand vous allez sur le site, vous avez un player YouTube qui est chargé et qui se lance automatiquement. Donc ça, ce qu'on ferait pour le faire évoluer, c'est déjà ne pas avoir un player YouTube d'entrée qui se charge. On part dans la logique de dire qu'on charge et on impose la vidéo, surtout quand c'est lourd comme ça, que si l'utilisateur le souhaite. Donc on laisse une image, on lui laisse la possibilité de cliquer et s'il veut lancer la vidéo, à ce moment-là, on la charge. Donc on voit bien, hein, c'est une logique de finalement coder différemment et penser le parcours aussi différemment, mais de ne pas imposer. Donc, on commence le web a été très construit sur la logique de personnalisation. Je crois qu'on est aussi quand même en train de voir qu'on est dans une logique de contexte de navigation et donc on laisse beaucoup plus la main à l'utilisateur aujourd'hui. On ne veut pas lui chercher à lui donner le contenu le plus précis. C'est finalement lui qui est en maître de taper la bonne requête qui l'amènera au bon endroit. Nous, on doit prévoir le contenu qui va en face et s'assurer qu'il est intéressant.
L'autre point qu'on doit voir, c'est la notion de simplification dans les parcours. Et donc ça, le point que je n'ai pas encore abordé, mais que j'aime toujours bien, c'est rentrer dans cette logique de minimiser le temps passé avec l'internaute. On en revient sur cette notion d'efficacité, c'est qu'il y a des premiers sites qui commencent à s'afficher avec un compteur carbone qui vous dit au fil de votre navigation à combien vous en êtes. L'idée, c'est alors pas forcément de créer un malaise, je pense, par rapport à l'utilisateur qui arrive, mais d'arriver à très vite lui amener ce pourquoi il est venu. Voilà, notre site, il doit être pensé pas comme un labyrinthe, mais comme justement un endroit peu importe où vous arrivez, on doit être capable de vous amener le plus vite possible là où vous devez aller. Donc, ça demande quand même pas mal de travail autour de repenser les parcours. On le voit, on a pas mal de clients où on a reposé carrément le funnel de conversion en se disant, bah, est-ce que je n'ai pas des étapes en trop? On s'était déjà dit qu'on avait optimisé au maximum, mais est-ce qu'on ne peut pas arriver à le faire encore mieux? Donc ça nous permet quand même d'aborder le sujet au-delà de l'aspect technique, parce que même si je vous donne cette notion d'indicateurs qu'on a et qui sont techniques, au final, c'est un sujet de département marketing. Et c'est un peu mon dernier point, mais si vous voulez, ça va au-delà quand même, parce qu'on voit très vite que tous ces travaux sur le numérique responsable, ils sont intimement liés. C'est une preuve finalement de plus de pas mal de raisons d'être d'entreprise. Donc, ça devient un sujet de communication aussi. Donc, comment ce travail qu'on est en train de faire et qu'on est en train d'amorcer, on en fait aussi un argument et une preuve supplémentaire d'un engagement, et comment ça doit amener un vrai changement dans notre manière de faire et de penser demain. Et le dernier enjeu qui est important, c'est que le sujet, et on le voit, va au-delà, de toute façon, du marketing. Ça permet une conversation avec tous les métiers. Et on pense que c'est ça qui est intéressant et qu'il faut réussir à porter, hein, c'est que nous, avec les DSI, avec les départements marketing, on se retrouve à parler de plus en plus aussi avec les métiers pour bien tout comprendre, avancer et que commencer à éco-concevoir quand on implique différents parties, bah, ça amène à toucher un peu à la culture d'entreprise quand même, de se dire bah non, on ne va pas le faire parce que ce n'est pas responsable. Ça permet d'avoir des discussions qui sont un peu nouvelles et qu'il faut réussir à accompagner. Donc, pour les accompagner, il y a plein de choses à faire, hein. Il y a la formation. Il faut arriver à accompagner ces formations, amener les bonnes personnes pour le faire, pour sensibiliser. Il faut arriver à harmoniser la gouvernance et les process, parce que c'est un vrai sujet d'un coup de se dire bah, plus personne ne peut produire du contenu comme il veut et aller sur la plateforme, hein. Je pense que c'est le geste le plus simple en digital de tiens, je vais ajouter une page sur le site finalement pour parler de mon sujet. Et il faut évangéliser, et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Je me fais porte-parole de ça, de justement arriver à transmettre une vision et voir qu'on a bien des indicateurs qui existent et qui nous permettent d'avoir des vrais leviers d'action derrière, que ce n'est pas quelque chose qui est hors sol. Très concrètement, aujourd'hui, dans ce qu'on produit, on est capable d'évaluer et de se dire on est à peu près à tel endroit et on va suivre ça comme un indicateur de succès quand on va créer un contenu. Donc, en conclusion, je vais reprendre un petit peu juste cette petite phrase que j'adore. C'est finalement le sujet, ce n'est pas si mais quand avec l'éco-conception. Et je crois que c'est primordial, surtout quand vous arrivez là sur le marché, de comprendre que ce sujet, ce n'est pas une option, quoi. C'est que c'est là, ça arrive. Il y a déjà des processus de loi qui sont lancés autour de tout ça pour l'accompagner, pour l'encadrer. On a de plus en plus de référentiels précis qui sont en train de se développer. Il y a même des outils qui commencent à monter en puissance parce qu'ils font éco-conception, accessibilité et plusieurs choses. Et il faut savoir accompagner les personnes qui sont moins sensibles. Je pense que le problème de l'éco-conception, c'est que dans une époque où on engage beaucoup sur la société, l'impact que vous pouvez avoir, on peut avoir le sentiment que bah, voilà, dans notre métier, c'est peut-être too much, on n'est pas en train de changer le monde. Moi, je crois qu'au contraire, c'est les premiers pas dans la responsabilité numérique, c'est d'impacter là où vous avez un impact. Et travailler sur une interface, bien sûr que ce n'est pas le travail et l'impact qu'il y a sur l'empreinte carbone si vous travaillez sur les serveurs et l'évolution de la gestion des serveurs. Mais arriver à sensibiliser, amener cette culture de la réflexion et qui vous permet en plus de remettre l'utilisateur au centre, généralement, ça vous amène plutôt sur un cercle vertueux qui va vous permettre d'aller vers plus d'efficacité aussi.
Voilà. Waouh. Je suis hyper impressionné, Benoît. Franchement, j'ai appris des trucs et pourtant je pensais avoir connaître. Moi, j'avais une question avant que Roman ne pose les questions des étudiants. Est-ce que c'est antinomique avec toutes les logiques qu'on a sur le SEO, sur la partie SEO? Bah, je Euh, ne un crois peu? pas. Non? Parce que Alors, ouais, ce non, sentiment parce que est je pense peut-être, qu'il y a une fausse idée du SEO. Enfin, ouais, pour moi, en tout cas, il y a une fausse idée du SEO qui s'est construite au début sur il faut créer plein de contenu ouais, pour aller capter un maximum de positions. Mais en fait, qui est plutôt black hat dans la stratégie. C'est-à-dire que le SEO, aujourd'hui, quand on se dit on veut construire bien sur une plateforme, on va se poser plus la question de la pertinence et de s'assurer qu'un même contenu, on va travailler dessus peut-être pendant 3 mois pour être sûr de l'avoir bien optimisé en termes de messages de fond et de mots sur lesquels on veut aller se positionner, au lieu de se dire je vais livrer des patchs de 30 articles tous les mois pour que la plateforme continue de grandir. Donc, ça va plutôt dans le sens de là aussi où Google veut aller, de dire moins de pages, plus efficace, plus pertinent par rapport à ce qu'on a. Donc, ça a été un peu étonnant parce que quand on a commencé à travailler, nous, sur ces sujets, on s'était dit ça va être antinomique avec plein de choses. hum, Et au final, ça nous amène plutôt à revenir sur soyez plus efficace, plus simple dans ce que vous proposez, qui sont plein de trucs qu'on essayait de pousser depuis des années, mais qui n'étaient pas toujours évidentes à avoir. en fait, c'est un peu donner du bon sens à l'UX. Enfin, quand tu es dans cette logique-là, il y a un peu cette dimension-là, que la technique ne se subroge pas à cette expérience nécessaire de simplicité. Et finalement, en étant dans cette simplicité, on est dans l'écosystème tel que vous le définissez. Mais c'est vachement bien. Enfin, franchement, bravo. Donc, avant que Roman lance les questions, tu dois avoir des questions, Roman? Oui? Non? Bon, alors, Oui. bravo. On est en distance et ils sont sur les deux plateformes. Alors, je sais pas quel est le calcul de notre bilan carbone de ces 3h30 passées un peu en marathon. J'ai l'impression que on va culpabiliser un petit peu. Est-ce que, Roman, il y a des questions des étudiants sur l'intervention Oui. de Laura? Est-ce que ça coûte plus cher de faire un site éco-conçu? Alors, pas du tout. Non, 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 pas du tout, parce qu'en fait, c'est de la même manière que quand on s'est mis à faire des sites accessibles. C'est juste des contraintes à se mettre dès le début. Donc, nous, je sais on a fait ce travail de former les designers chez nous et les UX. Et c'est en fait, on suit quand même le même processus, hein. C'est juste qu'on va avoir, à partir du moment où on s'est mis un indicateur de performance qui était de dire, par exemple, on voudrait être A C ou A D à la fin. Moi, je ne recommande pas de viser le A. Je le dis parce que c'est les mêmes problématiques que sur l'accessibilité. C'est qu'une fois que vous y êtes sur le niveau le plus élevé, c'est très dur à maintenir. Voilà. C'est là que ça devient problématique. Mais non, je pense qu'au final, ça sert même plus à arbitrer dans une phase de conception qu'à dire c'est un problème. Ça va plus facilement nous aider à dire non, non, mais attendez, ça, si on n'est pas sûr, on ne le met pas. Ça veut dire qu'on sent que ce n'est pas nécessaire dans le parcours et dans ce qu'on va avoir. Et derrière, du coup, non, c'est pas plus cher parce que c'est dans la pratique aussi de développement. C'est juste des bonnes pratiques d'équipe à mettre en place sur comment bien coder avec des normes de code qui sont les mêmes pour tous. Ok. Et l'accessibilité dans tout ça, vous en avez un peu parlé, mais tout ce qui est description. Eh ben, tout ce qui est l'accessibilité avec l'éco-conception, ça vit très bien, hein. Ça touche pas forcément aux mêmes critères, mais globalement, ça sert à la même chose, hein. L'accessibilité, ça amène une logique de performance. Donc, on a des pages qui sont plus simples. Forcément, si on a une structure qui est plus simple, il y a quelque chose qui est plus lisible pour des logiciels ou des personnes voilà, qui ne consomment pas le contenu de la même manière. Mais pour le coup, il y a pas d'overlap entre les deux, hein. C'est deux choses qu'on fait avancer côte à côte, nous. Et ça fait partie de toute façon des indicateurs qui deviennent obligatoires pour nous quand on commence à travailler sur un service.
On commence en se disant, OK, qu'est-ce qu'on vise en termes d'accessibilité et qu'est-ce qu'on vise en termes d'éco-conception. Qu'est-ce qui est le plus difficile entre faire changer les mentalités des sites déjà existants, des gros sites justement, des 440, ou alors les petites startups qui partent de zéro et qui n'ont rien? Alors, les sites du 440, comme je bosse un peu avec eux, je vais pouvoir répondre plus facilement. Le site du 440, ils ont tous des raisons d'être qui sont apparues ces dernières années, qui font qu'ils sont assez volontaires dans l'approche, de toute façon, du sujet, et qu'on voit globalement un intérêt, de toute façon, sur intégrer ces pratiques-là. Comme c'est des grosses structures qui ont vu venir la RGPD, qui ont vu débarquer les normes d'accessibilité, tout le monde sent que de toute façon, voilà, c'est une nouvelle norme qui s'installe et qu'il faut prendre le pli le plus tôt possible et pas attendre que ça soit obligatoire. On apprend quand même des fois d'avant sur tout ça. Et la startup qui se lance, la startup qui se lance, elle a elle est dans la meilleure configuration possible. C'est qu'une fois que vous en avez conscience de ce qu'on vient de se dire, vous n'avez plus d'excuses une fois que vous êtes face à la feuille blanche et que vous dire je vais construire ma page. Donc, il y a plein d'outils. Il y a greenIT.fr qui a plein de choses. Il y a Frugare. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui accompagnent sur ce genre de sujet. Mais en fait, derrière cette question, je vais la retourner. Ce qui est intéressant, c'est le sujet de est-ce que je repars de zéro ou pas. Puisqu'on est dans une pratique d'éco-conception et même de design circulaire réel, moi, je vais vous dire, on ne part pas de zéro. Je parle de l'existant. Et le premier sujet, et qui est un peu différent sur les entreprises du CAC, c'est qu'on part d'un existant, donc on va se poser la question de ce qu'on garde, on va se poser la question de ce qu'on peut améliorer, et on va se poser la question de ce qu'on doit supprimer. Donc, ce n'est plus du tout la même approche où on rentre vraiment par le contenu et la performance pour se dire, OK, comment on fait évoluer la plateforme. Merci beaucoup, c'est très clair. J'ai plus de questions, moi, de mon côté. Question, alors non, franchement, Benoît, je suis bouche bée et franchement, finir sur ce sujet-là est vraiment, vraiment top. Franchement, j'espère que, en tout cas, j'espère que les étudiants ont aussi bu les paroles que moi je les ai, parce que c'est vraiment bien et en fait, c'est super clair. Il y a une vraie dimension, franchement, bravo. Je serais ravi de vous faire venir à l'école encore et dispenser le discours auprès de tous ceux qui sont en coding et en dev web, mais pas que, parce que j'ai entendu le sujet au niveau du marketing dont on a la responsabilité, on a cette co-responsabilité dans l'UX, etc. Et c'est vrai que c'est top. Et je suis prêt à Avec plaisir. Hein. ouvrir vraiment en grand les portes de l'école. On a 2000 étudiants à l'IM en jeux vidéo, en animation 3D. Je suis sûr que votre vision pourrait agrandir sur des nouvelles générations et des futurs talents. Parce que je pense que ça, on peut l'appliquer pas que au site. Je pense que tout ce qui est en production, tout ce qui peut aider finalement à ça est vachement bien. Nous, on produit de plus en plus de contenu. On ne se pose pas toujours la question comme là, si ce qu'on fait est éco-construit et correct, parce qu'on est sur YouTube, on est sur LinkedIn. Est-ce qu'ils le sont finalement? Je ne sais pas. Voilà, donc voilà. Et je crois que même Roman a encore une autre question. Oui, comme on est en live, il y a toujours un petit décalage entre les temps de taper, etc. Écologie et WordPress, par exemple, c'est possible ou il faut coder son site de A à Z pour maîtriser l'impact? Alors là, on touche C'est intéressant. C'est un peu, nous, la deuxième phase là, de la réflexion dans laquelle on est. Mais je crois que vous avez eu des intervenants, d'ailleurs, cet après-midi autour de ça. C'est que il va y avoir un moment où WordPress va devoir montrer patte blanche sur son code et ce qu'il met à disposition. Donc là, à date, je n'ai pas scanné de WordPress, donc il faudrait que je fasse le test. Mais on pourrait avoir la même démarche. Ce qui est intéressant, c'est que dans les différents critères qu'on voit, vous pouvez monter votre site vous-même. Il faut vous dire que sur les 3 piliers, vous n'aurez la main que sur celui qui a le moins d'impact, qui est le poids des images. Parce que la réalité des requêtes et de la complexité du DOM, ça sera hors de votre portée, à part sur la partie simplicité de la page.
mais vous ne pourrez pas intervenir sur la partie code. Mm. Donc Ouais, ça, je pense que ça va venir avec le temps, parce que les éditeurs vont devoir monter patte blanche sur ces sujets. les éditeurs, mais c'est vrai que WordPress, c'est 30% des sites dans le monde qui sont produits via WordPress, donc c'est colossal. Donc, un acteur comme celui-ci, il est indispensable qu'il bouge dans son écosystème ou alors qu'il disparaît pour faire place à d'autres interfaces ou d'autres CMS qui sont plus éco-constructibles et plus éco-responsables, je Mais pense. de toute façon, je pense que c'est ce qui va se passer. Parce que dans l'histoire du web, on sait très bien que à partir du moment où il y a des nouvelles directions qui sont impulsées comme ça, il y a beaucoup d'anciens acteurs qui se sont retrouvés à être dépassés par des technologies, hein. On voit Oracle, c'est plus que c'était il y a quelques années aussi dans les évolutions. Donc, ça sera la même chose. C'est qu'aujourd'hui, WordPress est une norme, mais si WordPress n'arrive pas à changer et n'arrive plus à répondre aux besoins des utilisateurs qui attendent un engagement d'éco-responsabilité, ben, je pense que quelqu'un saura prendre la place et venir proposer le même genre de service. Mm. Bravo. Enfin, franchement, on va s'en reparler parce que franchement, je trouve que vous avez une approche qui est vraiment intéressante, si ça vous intéresse, bien sûr, hein. Mais Bien sûr, avec plaisir. je pense que Moi, c'est j'ai fait le MOOC du numérique responsable, j'ai été ouais. certifiée. Et je trouve qu'il manque vraiment de choses concrètes comme ça sur l'éco-conception. Il parle rapidement de l'éco-conception, mais il manque des choses très concrètes. Donc, pourquoi pas aller toquer à leur porte et dire peut-être qu'on peut contribuer aussi. Mais nous, ça a été la réflexion. Alors, on ne l'a pas fait tout seul, hein. Mhm. Vraiment, je sais que côté Green IT, on a eu le bon support, je pense, pour avoir la connaissance et faire les premiers pas. Mais nous, c'est vrai qu'on est allé chercher cette nécessité pour moi d'avoir des bons indicateurs qui nous permettent d'avoir des actions derrière. Et c'est ce qui n'est pas évident parce qu'on se donne plein de stats tout le temps, mais moi, je préfère avoir 3 chiffres sous les yeux et de me dire le problème, il est là. Et donc, je sais quel type et la nature d'action que je dois mener derrière pour changer.